quand j'analyse une entreprise, mon but est de l'éliminer comme potentiel investissement ici le plus rapidement possible. C'est mon but. Donc, quand on me pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut analyser une entreprise en bourse, moi, ce qui me vient en tête, c'est comment ne pas perdre du temps sur des entreprises qui ne sont pas intéressantes. Donc, par où commencer? La base de la base. Donc, le résumé que je vais faire ici aujourd'hui, c'est à peu près le contenu d'une formation ici. Donc, c'est un résumé sommaire, hein, d'accord? Donc, on a fait une formation ici concernant comment analyser un rapport financier. Je ne parle pas des états financiers, je parle des rapports financiers. Quelles sont les questions spécifiques à poser quand je prends un rapport financier ici? Parce que ça revient, la question revient, la question ici est, à laquelle on va répondre en date d'aujourd'hui, à savoir comment analyser une compagnie en bourse, tout est inclus ici. OK? Donc, tout est inclus dans ce service-ci. Et voilà, vous avez accès à un prix discount ici en passant par là. Donc, vous allez voir le prix discount à ce niveau-ci. OK? Donc, on va aller assez rapidement. Quand je vais analyser une compagnie, je commence par où? Je commence par où? Mais c'est normal. Le premier élément ici, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? D'accord? L'entreprise fait quoi? Si je ne comprends pas ce que fait l'entreprise, c'est fini, je passe mon tour. OK? Ou bien je serais mal à l'aise à investir. Vous allez voir ici combien de personnes ont des entreprises en portefeuille qui ne comprennent même pas. Et quand je parle de description de la compagnie, vous pouvez aller sur Zone Bourse, à l'onglet Société, vous allez retrouver ici la description de la compagnie. Assez bien fait, d'accord? On vous donne la description de la compagnie, la géographie d'opération, peut-être même les segments d'activité. C'est important, très important, je dirais. Ce n'est pas pour rien, je dis toujours ici que quand vous analysez une compagnie, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'elle fait. Il faut déjà savoir dans quelle industrie on a présentement. Moi, je peux m'arrêter au niveau de l'industrie, d'accord? Donc, si je fais peut-être du Christian Dior ici, on me dit que c'est textile, appareil and luxury. Je sais que c'est un segment ici, c'est généralement ici un segment, c'est la consommation discrétionnaire. OK? Donc, c'est important généralement pour moi de voir ici comment est-ce que l'entreprise distribue ses produits-là. Est-ce qu'elle a ses propres magasins? Comment est-ce qu'elle gère les stratégies marketing ici dans le sens où est-ce qu'on fait beaucoup de publicité? Est-ce qu'on a des discounts, etc. Si c'est du luxe, je n'aime pas voir des discounts chez le luxe. Ça n'existe juste pas. Donc, quelles sont les ventes comparables en magasin? Donc, j'ai déjà un ensemble de questions à poser juste en sachant à peu près quel est le type d'industrie qu'on a présentement. On a 11 secteurs d'activité, on a à peu près une cinquantaine d'industries, ok? Et je pense une centaine de sous-industries, ok? Donc, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Si je ne comprends pas ce que l'entreprise fait, ça ne sert à rien de continuer, en réalité. Vous ne pouvez pas investir dans une entreprise que vous ne comprenez juste pas. OK? Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont investis sur des banquiers qui ne comprennent même pas ce que l'entreprise fait. C'est une banque, point. Quel type de banque on a présentement? Quelle est la taille de la banque en question? Ça, c'est très important comme question. OK? Donc ici, vous pouvez retrouver la description à peu près. Voilà, si on parle du Robertet ici, ils vendent des parfums, enfin en anglais ici, produits, ils vendent des parfums, des arômes ici naturels et blablabla, blablabla. OK? Ça, c'est la description sommaire ici. Donc vous allez maintenant regarder au niveau ici des segments d'opération ici. Allez voir les différents segments d'activité, les revenus par segment d'activité. Si l'information, l'entreprise donne les marges par rapport au segment d'activité, c'est important d'aller regarder histoire de voir ici quel est le segment d'activité, quel est le segment ici d'activité qui rapporte le plus d'argent, le moins d'argent, le plus de marge, le moins de marge. OK? Donc, c'est important. La géographie d'opération également. Si on vous dit maintenant que la croissance de Air Liquide est élevée en Asie et que l'Asie ne représente que 0,1% et qu'on vous dit ici qu'elle a fait à peu près 100% de croissance en Asie, c'est 0,1%, 100%, ça fait juste 0,2%. Donc, presque rien du tout. Et pourtant, le prix de l'action va peut-être ici bondir de 50% en supplément. Est-ce que c'est justifié? D'accord? Pour un segment aussi insignifiant, même s'il est en croissance ici. Donc, vous voyez à peu près, il faut toujours prendre les choses ici, remettre les choses ici en... Voilà. Poser les bonnes questions quand on a des informations, quand on reçoit des informations ailleurs. Et la bonne question, généralement, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise? Quelle est la géographie d'opération? OK? Quels sont les segments d'activité? OK? C'est important. Une fois qu'on commence ça, on a déjà le premier point. Si je ne comprends pas ce que fait l'entreprise, je passe. Il n'y a pas de discussion, je passe ma route. Et c'est normal de ne pas comprendre ce que fait l'entreprise. C'est totalement normal. Je passe ma route. OK? Ensuite, deuxième élément, deuxième étape, c'est de regarder la profitabilité du business. Je le fais tous les jours ici. Vous pensez que c'est pour rien que je parle toujours de stabilité ou croissance des marges? Stabilité, croissance des marges, c'est ça qui m'intéresse avant tout. Marge brute, marge opérationnelle, marge EBITDA, marge nette, marge des free cash flow.
Je regarde l'évolution de ces éléments-là. Et tous ces éléments-là sont liés. Si j'ai une marge brute qui est en croissance alors que les marges opérationnelles diminuent, la conclusion derrière, c'est quoi? Les dépenses opérationnelles sont en train d'augmenter. OK? Si j'ai des bénéfices nets négatifs et des free cash flow positifs, ça veut peut-être dire ici que l'entreprise déprécie énormément d'actifs ou bien il y a des éléments exceptionnels. D'accord? Si j'ai des EBITDA négatifs et des free cash flow positifs, ça veut dire ici qu'il y a peut-être des stock-based compensation derrière. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on va en parler un jour ici. Mais la profitabilité du business, c'est très important. Un business qui n'a pas de marge, qui a des profits de zéro, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Je ne suis pas là pour financer des startups. J'investis sur des business qui sont déjà rentables aujourd'hui. Et pour moi, le premier niveau de la rentabilité, c'est l'autofinancement. Quand les cash flows opérationnels sont identiques aux bénéfices, quand les cash flows opérationnels sont identiques ici à la dépense en capital. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise n'aura pas besoin de lever du capital ici pour s'autofinancer. Parce que si ce n'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va émettre de nouvelles actions, prendre de la dette. Et à long terme, ça détruit de la valeur. OK? Donc, quand je prends l'exemple d'Amazon, OK? Une entreprise qui s'autofinance a des free cash flow au moins de zéro. Au moins de zéro. Et quand vous prenez du Amazon ici, à partir de quelle période Amazon a commencé à s'autofinancer? Ça date à peu près de 2002. Et c'est une entreprise en croissance. Et regardez généralement la pente en fait de l'autofinancement. Est-ce qu'on a des free cash flow qui diminuent, qui sont de moins en moins négatifs? C'est important d'aller regarder. Ça veut dire ici qu'on est peut-être l'entreprise est en train d'atteindre à peu près l'autofinancement. Ça peut être un signe. Ce n'est pas parce que c'est rouge que ce n'est pas un signe. Mais si vous avez une pente qui augmente de plus en plus, ça, on n'aime pas. Donc, la profitabilité est importante pour nous. Dépendamment du type d'entreprise qu'on a face à nous ici, si c'est une entreprise en croissance, c'est d'abord l'autofinancement. Si c'est une entreprise, je vais les appeler des legacy, un peu comme du LVMH ici, je veux absolument, d'accord, avoir des marges stables, sinon croissantes dans le temps. C'est important. Donc, tu vois déjà ici que si tu ne comprends pas l'entreprise, c'est éliminé. Si tu comprends l'entreprise, mais que l'entreprise n'est pas profitable, c'est éliminé. Élimination, on ne discute même pas, on ne passe pas par quatre chemins. Ne te dis pas ici que oui, ils ont un projet, Karma vend ici à peu près un cœur artificiel, etc. Le marché est énorme. Est-ce qu'il y a de l'argent sur la table? Est-ce que l'entreprise arrive à s'autofinancer? Non, non et non. Bye, bye et bye. On s'en fout de savoir ce que le management mentionne, etc. Ce n'est pas notre rôle de regarder ça ici. OK? On reviendra quand l'entreprise sera profitable. OK? Ça, c'est la deuxième étape. Donc, à partir d'ici, si tu comprends le business, bon point. Si l'entreprise n'est pas profitable, à la poubelle. Maintenant, au niveau de la profitabilité, tu peux avoir des minimums. D'accord? Par exemple, tu peux privilégier les entreprises qui ont au moins des marges brutes de 50% et au moins des marges opérationnelles de 15%. Au moins. Ça, c'est à ta discrétion. Mais je sais une chose par expérience, malheureusement. Il faut toujours regarder le secteur d'activité, l'industrie dans laquelle on opère. Il y a des business ici comme Mackesson qui n'ont pas des marges élevées, mais qui ont un avantage concurrentiel. Et les marges ne sont pas élevées parce que c'est la nature de ce business-là. Quelqu'un va aller regarder ici, va se dire que, oh, elle a des marges de 2%, ça ne sert à rien. Elle n'a même pas 1%, ça sert strictement à rien. Ah non, 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 non. Dans l'industrie dans laquelle elle opère, le 1%, c'est déjà très, très bien. Ça veut dire également ici que ça va pour il y a de grandes chances qu'on n'ait pas de compétiteurs demain parce que quand vous avez de grosses marges, évidemment, vous allez susciter l'envie de vos compétiteurs ou bien des gens qui ne sont pas encore ancrés sur vos marchés. Ils vont se dire, oh, il y a 50% de marge là-bas, je vais essayer d'aller prendre même la moitié, je vais peut-être vendre le produit à 25%, 50% moins cher ici, mais il y a de la place encore pour un second joueur. D'accord? C'est un exemple comme ça aussi, très bête. OK? Donc, les marges, certes, on les veut de plus en plus élevées, mais faites toujours attention d'identifier quel type d'industrie on a présentement. Et si c'est la moyenne dans le secteur d'activité, est-ce que l'entreprise a des marges au-dessus ou en dessous de la moyenne? OK? Ça, à peu près, c'est au niveau de la profitabilité. Donc, ensuite, première étape, on a identifié la description, la géographie d'opération, les différents segments d'activité, tout est dans les rapports financiers. Hein. Ça, je n'invente rien du tout. La profitabilité, on fait ça tous les jours ici. OK? Ensuite, regardez la location du capital. Le but premier d'un manager,
c'est d'allouer le capital. Si un manager ici reçoit, un CEO reçoit 100 millions de bénéfices nets, qu'est-ce qu'il fait avec le 100 millions? C'est très important. S'il prend le 100 millions pour distribuer un dividende, vous serez content. Mais ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire si l'entreprise, présentement, est dans un secteur d'activité qui a de moins en moins de bonnes perspectives d'avenir. Elle devrait peut-être regarder ici à, je ne sais pas moi, faire une acquisition qui pourrait changer le business ici, ou bien essayer de réorienter l'activité ici. Bref, il y a peut-être d'autres choses à faire avec ce 100 millions-là. Et quand je parle d'allocation du capital, comprenez-moi bien. Allouer le capital ici, c'est rembourser la dette, payer des dividendes, racheter des actions, d'accord, ou réinvestir dans le business. D'accord? C'est très important. Et quand tu réinvestis dans le business ici, il faut toujours également aller regarder le retour sur les capitaux investis présentement. Prenons un exemple. Une entreprise qui a 100 milliards de capitaux, d'accord, et 1 milliard de bénéfices nets ou de free cash flow, elle a un rendement de combien? 1% sur ces actifs-là. Donc, vous avez besoin d'investir 100 milliards pour générer 1 milliard. Si une entreprise a des capitaux de 10 millions avec des bénéfices nets ou des free cash flow de 1 milliard, elle est plus rentable qu'une entité qui est... même si elles ont le même niveau de marge, faites attention, enfin, quoi que ça serait un peu difficile, mais elle a plus de elle aura théoriquement plus de valeur qu'une entité qui a du 1% sur les actifs investis. D'accord? Donc, suivez généralement ici le ROIC. Où est-ce que vous pouvez retrouver cette information-là? QuickFS, d'accord? Vous allez sur ce site-là. Par exemple, ici, quand je vais regarder une entité comme, comment on appelle ça, LVMH, je compare ça ici. Et on se rend compte que LVMH ici a un retour sur un Return on Tangible Capital Employed. Je préfère celui-ci. Bon, après, il y a des différences, il y a différentes nuances ici, mais j'aime toujours regarder celui-ci. OK? Et on prendra la peine d'expliquer tous ces éléments-ci, leurs avantages et leurs inconvénients, que ce soit le Return on Asset, Return on Equity, je ne l'utilise jamais. Sauf sur les compagnies bancaires ou les compagnies d'assurance. OK? Je ne l'utilise jamais. En fait, je trouve toujours que c'est une métrique qui est, selon moi, assez, entre parenthèses, dépassée pour certaines industries, certains secteurs d'activité. D'accord? Donc, on va avoir tendance à l'expliquer. Je ne dis pas que c'est une métrique qu'il ne faut pas... C'est un peu comme le PEG. C'est un truc que je ne regarde jamais, en fait. Mais ça, je ne vais jamais screener une entreprise pour le return on equity, sauf si c'est une bancaire ou une compagnie d'assurance. OK? Mais cette métrique-ci, j'aime toujours la regarder. Ou bien cette métrique-ci également. OK? Mais il faut toujours également connaître à peu près quel est le calcul derrière ces différentes métriques. Parce qu'on définit ces métriques de différentes manières. Mais je vais avoir tendance à revenir dessus principalement. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos spécifiques pour chacune de ces métriques-là. OK? Donc, quand on parle de celui-ci, vous voyez ici que sur LVMH, cette métrique augmente de plus en plus. Et c'est la moyenne qui nous intéresse. Ce n'est pas la métrique actuelle. Donc, si l'entreprise fait du 36% aujourd'hui, très, très bien. OK? Mais je veux voir ici, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la moyenne? C'est important pour moi. Et tu vois ici qu'on est au-dessus de 25% en moyenne. 25%. Les années où on a moins que ça peut être ici la pandémie. Tu vois? Ça peut être justifié. Donc, il faut toujours regarder la location du capital. Une entreprise ici qui privilégie le versement d'un dividende plutôt que le remboursement de la dette ne va peut-être pas nous intéresser. OK? On parle de Eutelsat, par exemple, qui distribuait un gros dividende alors que c'était un business qui était en train de mourir. Donc, elle prenait essentiellement les mauvaises décisions à chaque jour. Vous allez voir un business comme NEE. Et encore que je peux comprendre ce que NEE fait. Je peux comprendre que le dividende ici n'est qu'un piège pour s'autofinancer derrière. Mais à long terme, ici, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez? Pas de free cash flow, pas d'autofinancement. C'est-à-dire que le dividende qu'on vous verse ici, qui est de plus en plus croissant, en fait, c'est un dividende ici qui est financé essentiellement par l'émission de nouvelles actions ou bien une nouvelle dette. OK? Donc, l'allocation du capital est importante. Je répète ici, allouer le capital, c'est quoi? C'est rembourser la dette, payer un dividende, racheter des actions, OK? Réinvestir dans le business. Vous observez tous ces différents éléments-là et vous essayez d'avoir un avis dessus. Il n'y a pas une métrique spécifique, sauf sur le ROIC ou bien le ROTCE qui aura peut-être une métrique spécifique. Par exemple, on va privilégier les compagnies qui sont au moins à 15% et plus. OK? Dépendamment des secteurs d'activité. Je ne veux pas du 10%, non, je veux du 15% et plus. OK?
Donc, c'est très, très important. Cette métrique-là, il faut toujours aller la regarder. Ça vous permet ici de juger la qualité du management. D'accord? Donc, c'est très important d'aller regarder l'allocation du capital. Si un manager préfère rembourser ici, payer un dividende ici, au lieu de rembourser la dette, je n'aime pas ça. S'il préfère payer un dividende alors qu'on a le prix de l'action est à un niveau très, très bas ici, je n'aime pas ça. Je préfère le rachat d'actions parfois, ou bien un mix des deux. Il faut toujours aller regarder l'allocation du capital. Ensuite, ça c'est la troisième étape. Donc, si tu comprends le business, d'accord? Si le business est profitable, mais si l'allocation du capital te pose un problème, passe à autre chose. Il n'y a pas qu'on laisse un élément ici. Non, ça doit être validé d'étape 1 à l'étape 3 pour accepter, continuer à analyser ce type d'entité-là. Est-ce que je suis en train de raconter présentement? Je peux le faire en 5 minutes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on regarde ici, quand on analyse ici les états financiers. On a près de 1000 vidéos ici sur les éléments quantitatifs. C'est exactement ça que je fais. Je pose des questions ici par rapport à l'allocation du capital. On parle de profitabilité, on parle d'allocation du capital à chaque fois. En fait, les vidéos quantitatives que je fais uniquement se basent sur ces trois éléments. L'allocation du capital, la profitabilité et l'évaluation. OK? C'est important. Ensuite, on va parler ici de la croissance. OK? Et c'est très important pour la croissance. Je rappelle toujours une chose. Une entreprise qui a une croissance des revenus de X% n'a pas forcément une croissance des free cash flow ou des bénéfices nets de X%. Elle peut avoir une croissance, si j'ai une croissance des bénéfices nets de 1%, je peux avoir une croissance des bénéfices nets de 10%. On aime voir une entreprise ici qui a un volume de croissance des bénéfices nets plus élevé que le volume de croissance des revenus. OK? Ça peut vouloir dire ici qu'on est de plus en plus efficient. D'accord? Donc, quand je vais regarder la croissance d'un business, c'est intéressant à aller regarder. Ça, par exemple, si je prends revenons ici sur LVMH. OK. Si je prends la croissance d'LVMH, je la prends sur 10 dernières années. Et le plus important pour moi, ce n'est pas d'extrapoler la croissance des 10 dernières années sur les 10 prochaines années. Non. Si j'ai une croissance sur les 10 dernières années, pourquoi? C'est important. J'observe juste sur les 5 dernières années, on a 12%. Sur les 3 dernières années, on a du 24%. La croissance accélère sur les dernières années. Et vous savez que la croissance de LVMH, c'est une croissance également par acquisition et organique. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai une croissance des bénéfices nets au même niveau? On va le voir ici. Total Revenue, on va le prendre ici. C'est AGR, Net Income. Bon, prenons même le Net Income, ça ne va pas nous déranger ici. Net Income, c'est AGR. Je vais le mettre sur les 10 dernières années. J'ai une croissance ici des bénéfices nets sur les 10 dernières années de 16%. Alors que sur les 10 dernières années, j'ai une croissance des revenus de 11%. La croissance des bénéfices nets est plus élevée que la croissance des revenus. J'aime ça. Sur les 5 dernières années, revenus 12%. Bénéfices nets combien? Bénéfices nets 19%. Intéressant, n'est-ce pas? Il faut toujours regarder la croissance sur ces deux éléments-là. Croissance des revenus, croissance des free cash flow / bénéfices nets. OK? Toujours comparer les deux. Sinon, comme je dis toujours, on peut générer de la croissance en faisant des acquisitions ici qui n'apportent aucune valeur au business. D'accord? Qui décrusent même de la valeur. Si vous allez regarder l'exemple d'Atos, il y a de fortes chances que la croissance des revenus ici était plus élevée que la croissance des bénéfices. Après, elle existe encore, non? On peut aller la regarder ici. Atos, on va regarder ça. OK. Quand on prend les revenus, etc. ici, voilà, on va prendre ça sur les 10 dernières années. OK. On a une croissance des revenus ici de 2%. Admettons, 2% sur les 10 dernières années. Sur les bénéfices nets, c'est AGR. On va le mettre ici. Voilà. On prend les 10 dernières années. On a une croissance de combien? On a quelque chose même aux alentours de 10. Oh non, ça s'arrête aux alentours de 2020 ici. Donc après ça, c'est peut-être sans doute négatif. Parce qu'en termes de bénéfices nets en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. OK? Donc, si on le prend sur les 3 dernières années, j'espère que j'ai l'information ici. Enfin, disons les 5 dernières années. Tu vois, sur les 5 dernières années ici, c'est à peu près, même si ça date de 2020 ici, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais bref,
Jusqu'en 2020, ici, on avait du moins 27% sur les 5 dernières années en termes de bénéfices nets. En termes de revenus, on avait à peu près une croissance aux alentours, enfin, si on prend la même période, hein, prenons ici, on avait une décroissance de 1%. Pourtant, les revenus, les bénéfices nets en termes de décroissance étaient plus élevés. Donc, ça va dans le même sens. Enfin, le raisonnement opposé également est toujours également à prendre en considération. Donc, si la croissance ralentit, la croissance des revenus ralentit moins vite moins vite que la croissance des bénéfices nets, il faut faire attention. Donc, si j'ai un moins 1% ici en termes de décroissance et que j'ai un moins 10% pour les bénéfices nets ici, il faut faire attention. Bref, ici, on est là pour privilégier uniquement les belles entreprises. Donc, quand j'observe ici la croissance des revenus, je veux comparer la croissance des revenus à la croissance des bénéfices nets et des free cash flow. Et je veux privilégier les entreprises qui ont au moins tendance à faire croître les bénéfices nets, les revenus au même niveau que les bénéfices nets. Sinon, celles qui ont tendance à faire croître les bénéfices nets à un niveau plus élevé que les revenus. D'accord? Très important. Donc, jusqu'à présent, on est à quoi? Nous avons 4 étapes. Si je comprends le business, je valide. Si le business est profitable, je valide. Si l'allocation du capital ici me semble cohérente, je valide. Si la croissance également ici me semble correcte, je valide. Si les 3 premiers éléments ici sont corrects et que le 4e n'est pas correct, par exemple, on a une croissance de moins en moins élevée, il faut faire attention. OK? Et le 5e élément, ne pas surpayer. Ne pas surpayer pour un business. Donc, vous pouvez avoir le plus beau business au monde. OK? Prenons par exemple une entreprise comme Lotus Bakery. OK? Qui est une belle entreprise, mais qui est extrêmement surévaluée selon moi. OK? Et la surévaluation en question peut continuer pendant plusieurs années. OK? J'ai fait une vidéo dernièrement quantitative sur la compagnie en question, on ne va pas revenir dessus. Et elle continue à croître. Enfin, le prix de l'action continue à monter alors qu'on est après à 51 fois, 50, on paye plus de 50 fois les bénéfices futurs. Donc, pour justifier ce prix-ci, il faut vraiment qu'il y ait une croissance ici, je pense, aux alentours de 20%. Si je ne me trompe pas, sur les 5 prochaines années, pour qu'elle puisse au moins s'échanger à 25 fois les bénéfices. D'accord? Parce qu'elle ne va pas continuellement rester à 50 fois les bénéfices. Ne vous trompez pas par rapport à ça. Tôt ou tard, elle va revenir au moins à 25. Ne vous inquiétez pas. OK? Donc, on ne surpaye pas. Même pour un business d'excellente, on ne surpaye pas. Sauf s'il y a de la croissance. La croissance attendue ici est très élevée. Et cette croissance-là, il y a s'il y a de fortes chances que l'entreprise atteigne ce niveau de croissance-là. C'est important à aller regarder. OK? Donc, tous ces différents... La partie quantitative ici, je pense que j'y réponds sur toutes les vidéos. Je ne me casse pas la tête avec un DCF ou bien un reverse DCF. Moi, je prends mon PER. J'aime bien l'évaluation par les multiples. C'est très facile parce que ça a déjà été éprouvé par le temps. OK? Je ne connaissais pas. Vous pouvez prendre, par exemple, ici, l'exemple ici d'un... Il y a un livre ici de John Neff. OK, attention, il y a plusieurs John Neff. OK? Et lui, il est malheureusement décédé en date d'aujourd'hui. John Neff, book. Je mets book. OK? Celui-ci, John Neff on Investing. Il parle uniquement de la meilleure façon d'utiliser le PER. Parce qu'il a fait toute sa carrière dessus. Parce que les gens ont tendance à penser que le PER, tu vas le regarder à 10 fois les... C'est pour ça que je ne vous mets jamais des marques comme quoi, oh, si l'entreprise s'échange à 10 fois les bénéfices, elle est surévaluée. Ça va dépendre du contexte. Elle est sous-évaluée. Ça va dépendre du contexte. Une bancaire n'est pas forcément sous-évaluée à 10 fois les bénéfices. Jamais de la vie. Elle est même peut-être même surévaluée à 10 fois les bénéfices. C'est bien correctement évaluée. Une compagnie dans le software à 10 fois les bénéfices est peut-être sous-évaluée. OK? Une compagnie dans comment on appelle ça? Le pétrole à 10 fois les bénéfices est peut-être surévalué. Donc, quand vous prenez vos PER, 10 fois les bénéfices, c'est sous-évalué, 25 fois les bénéfices, c'est surévalué. Non, ça dépend du contexte. Une entreprise à 25 fois les bénéfices qui a une croissance moyenne, qui pourrait avoir une croissance moyenne de 10% sur les 5 prochaines années est peut-être extrêmement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Tout va dépendre ici de la croissance future. Et pour voir si l'entreprise a les capacités de pouvoir atteindre ce niveau de croissance-là, il faut déjà regarder la taille du marché. Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Comment est-ce qu'elle va faire pour à peu près atteindre ce niveau de croissance-là? OK? Donc, faites très attention quand vous allez prendre le PER. Ici, je pense que ce livre-ci, il est excellent pour comprendre les PER. Pour comprendre le PER. Moi, j'adore, je l'utilise toujours. Et je ne me casse pas la tête parce que j'ai la prétention de savoir l'utiliser.
OK? Je ne me base pas. Donc, c'est pour ça que si je veux voir un business à 15 fois les bénéfices, ça ne sera pas forcément surévalué. C'est comme, revenons un peu sur Netflix, excusez-moi, sur, comment on appelle ça? Sur Amazon. Amazon a des PER extrêmement élevés, mais quand tu regardes bien, Amazon est une compagnie de croissance. Donc, techniquement, les marges actuelles ne sont pas peut-être les marges de l'entreprise ici en période de rentabilité. Parce que présentement, elle est en train d'investir. Donc, elle s'autofinance. Donc, on doit peut-être l'évaluer par rapport au cash flow. Ou bien si vous avez des objectifs de marge du management ici, c'est là où le management vous mentionne qu'on a du 5%, 6% et que vous voyez par rapport à la qualité du business, il y a de fortes chances qu'on l'atteigne ici. Et comment est-ce qu'on va faire pour l'atteindre? Peut-être qu'on va diminuer ici les coûts variables. D'où l'importance de connaître un tout petit peu la comptabilité. On a fait toute une vidéo par rapport à Facebook Meta quand on était au plus bas. Je vous disais ici que les coûts de Facebook sont des coûts c'est essentiellement des coûts variables. Donc on peut les éliminer à tout moment et l'entreprise sera rentable. C'est visible. Donc, il faut toujours identifier dans quoi on investit. Les dépenses opérationnelles, ça va où? Est-ce qu'on investit dans la force de vente? Si oui, pourquoi? D'accord? Est-ce qu'on investit plus dans la recherche et le développement? Si on a des marges plus élevées ici, est-ce que c'est parce que la recherche et le développement a diminué, comme avec Intel? Les vidéos sont là. Et je vous mentionnais ici que mais je ne comprends pas pourquoi tu es PDG. Toi, tu décides de baisser la recherche et le développement alors qu'on est dans une période où on est en retard sur le plan technologique. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, ça vous permet, et tout simplement pour faire plaisir à Wall Street, il faut observer. OK? Donc, quand on va prendre du Amazon pour l'évaluer avec les PER, etc., on doit mettre en tête que Amazon n'a peut-être pas les marges actuelles d'Amazon ne sont peut-être pas les marges qu'elle aura en période de rentabilité. Et comme on peut également le voir ici, les marges augmentent de plus en plus. D'accord? Elles augmentent de plus en plus. Donc, est-ce que Amazon va atteindre des marges de 20%, 10%, des marges de free cash flow, d'EBITDA ici de 20%? Est-ce que c'est son objectif? Par rapport aux marges de bénéfices nets, est-ce que ces objectifs sont à peu près, je ne sais pas moi, à 7%, 10%? Parce que ça change tout. Si Amazon s'attend à avoir des marges de 10% en période de maturité, disons sur un revenu de 600 milliards, de 600 milliards, par rapport à l'activité qu'elle mène ici, Amazon peut s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, elle pourrait valoir aux alentours de 1500 milliards par là, uniquement aujourd'hui si elle avait 10% de rentabilité. Si elle a du 15% de rentabilité sur les bénéfices, ça pourrait aller à un niveau plus élevé que ça. Donc, tout simplement pour dire que quand je peux privilégier les entreprises qui sont déjà rentables, le PER peut être un bon indicateur. Ne vous cassez pas trop la tête. Regardez la moyenne du secteur d'activité. D'accord? Vérifiez bien ici si le business est cyclique ou pas. De toutes les façons, dans les formations thématiques que je donne ici, dans tous les cas de figure, on essaie d'identifier tous ces éléments-là. Vous allez voir également aussi sur tout l'ensemble des vidéos que j'ai eu tendance à faire, ma réflexion n'est pas la même dépendamment des secteurs d'activité. Vous ne vous posez jamais la question pourquoi est-ce que je ne paye pas 25 fois les bénéfices sur les compagnies pétrolières? J'ai toujours un raisonnement très différent à ces niveaux-là. Faites très attention. En tout cas, en termes de multiples de valeurs, prenez vos simples PER, ne vous cassez pas la tête. Je n'utilise jamais le DCF tout simplement parce qu'il suffit juste de changer un paramètre ici et ça change tout. Moi, j'aime toujours réfléchir en termes de rendement de toutes les façons. Si aujourd'hui, tu me vends du Amazon à 1 milliard, à 1800, à 1 trillion 800, et que Amazon pourrait me reverser à peu près, disons, 300 milliards par an de bénéfices nets, OK? Ça veut dire ici que je l'achète avec un rendement de 16% potentiel. Est-ce que ça me plaît? Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut toujours réfléchir comme ça. De toutes les façons, la partie quantitative, je la fais également sur les différentes vidéos. Donc, tout ce que je viens de faire ici à une trentaine de minutes, le résumé ici, vous pouvez le faire en 5 minutes. Première question, est-ce que je comprends ce que le business fait? Validé, je continue. Est-ce que le business est profitable? Validé, je continue. Comment est-ce que l'entreprise alloue son capital ici? Si l'allocation du capital ne me semble pas correcte, je passe à autre chose. Si je me rends compte que la dette nette sur EBITDA est peut-être ici aux alentours, est supérieure à 5, alors que je cherche en moyenne 5 ici, je passe à autre chose. Si je constate ici que l'entreprise verse des dividendes ici à des niveaux assez élevés, 80%, le maximum c'est 80% ici. Et encore, par rapport à la maturité de la dette ici, j'essaye vraiment de prendre cela avec des pincettes. OK? Donc, au niveau de la capacité d'allocation du capital ici, il faut vraiment faire parler vos propres raisonnements. Il n'y a pas de barrières. On va vous dire, oh non, il faut que ce soit à 20%, à 15%. À part le ROIC ou bien le ROTCE, on va y revenir sur différentes vidéos ici. À part ces éléments-là qui doivent être à peu près à 15, 20%, si vous recherchez 20% par là, le reste ici, faites attention.
Au niveau de la dette nette sur EBITDA, des entités, par exemple, dans le secteur de la construction, comme des entités comme, comment ça s'appelle, Toll Brother, je ne veux pas qu'elle ait de la dette, je ne veux pas qu'il y ait de la dette ici. Parce que c'est un business extrêmement cyclique. Au niveau des pétrolières également. La dette nette sur EBITDA, attention, l'EBITDA moyen, pas l'EBITDA actuel. OK? Donc, comment analyser une compagnie en bourse? Tu questionnes la capacité d'allocation du capital. Et ce qu'on fait généralement sur nos vidéos quantitatives. En réalité, même, c'est ce que je fais. OK? Donc, description, profitabilité, allocation du capital, croissance actuelle, croissance passée, d'accord, au moins au même niveau que la croissance des bénéfices nets, et vérifier si l'entreprise pourrait avoir une croissance future à un niveau assez correct. Ça, vous n'avez pas le choix que d'aller regarder. C'est là où la description vous sert également. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Géographie d'opération. L'industrie dans laquelle elle opère. Vous allez aller vérifier la taille de l'industrie, les différents compétiteurs. Google it. Certains aujourd'hui vont utiliser ChatGPT. Mais faites attention parfois parce que, en fait, si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, vous allez croire tout ce que ChatGPT vous dit. Or, j'ai déjà remarqué qu'il y a des éléments qui ne sont pas forcément juste à ces niveaux-là quand vous utilisez ChatGPT. Donc moi, je n'utilise pas ChatGPT. OK? Je ne l'utilise pas du tout. Je sais à peu près quels sont les éléments que je vais aller rechercher. Si vous êtes dans le segment des software, OK, qui sont vos différents compétiteurs ici? Comment est-ce que vous vendez ce produit-là dans votre marché spécifique? Vous faites du software ici pour, je ne sais pas moi, les architectes. C'est quoi la taille de ce marché spécifique-là? Je ne vais pas prendre la taille du software, des softwares en général, qui peut peut-être se chiffrer à des trillions. D'accord? Je vais peut-être prendre ici uniquement les softwares destinés aux architectes. C'est combien? Quelle est la taille du marché? Peut-être que la taille du marché, c'est 10 milliards. Vous avez ici à peu près un revenu de 1 milliard. Il y a peut-être ici 2 compétiteurs et les 3 compétiteurs ici ont peut-être, disons, voilà, moins de 25% ici du marché. Il y a peut-être moyen ici de continuer à avoir de la croissance. Simple. OK? Et au niveau ici de l'évaluation, qui est notre 5e élément, bah, je le fais tous les jours ici. C'est la partie la plus basique, la plus facile. Parce que c'est au niveau, vous allez passer plus de temps au niveau de la compréhension du business model et au niveau de la compréhension aussi de la location du capital. C'est là où vous allez passer plus de temps. Et c'est ça qui va vous servir à long terme, surtout quand l'entreprise sera en difficulté. Parce que quand l'opportunité d'investissement se présente, c'est parce qu'il y a un problème, temporaire ou durable. Et vous pouvez le voir ici, avec Meta, c'était la même chose. Sur Netflix, c'était la même chose. On s'est assis, on a posé les bonnes questions. Tout le monde parle de streaming, la guerre du streaming, Netflix va augmenter les prix, ils vont fermer avec la publicité, ça ne va pas marcher, ils vont arrêter le password, etc. La conclusion est simple, bon, on va partir, sans oublier, oh, ils perdent des abonnés. Comment moi je savais que pendant la pandémie, ils ont gagné énormément d'abonnés, plus que la moyenne? Je lisais, non? Comment je savais pertinemment que l'entreprise, par rapport au produit qu'elle utilise ici, enfin, son algorithme est de meilleure qualité que l'algorithme ici des autres entités. On vous disait ici que Disney a gagné le même niveau d'abonnés que Netflix en très peu de temps. Mais les abonnés de Disney, est-ce qu'on vous a dit comment est-ce qu'ils ont fait pour faire l'acquisition de ces abonnés-là? Le coût d'acquisition, c'était quoi? Les abonnés en question ne payaient pas. Donc en fait, la métrique, on regarde le nombre d'abonnés, ce n'est pas ça le plus important. C'est le revenu par abonné qui est important. C'est ça la clé du business. Parce que je peux avoir un nombre immense d'abonnés en vendant uniquement à $0. Hein? Est-ce que je peux me comparer à quelqu'un qui a le même nombre d'abonnés que moi, mais avec un revenu par abonné de 10 fois plus élevé que moi? Vous voyez, il faut poser les bonnes questions. C'est comme quand tu vas regarder du PayPal. Le nombre de comptes, en fait, on s'en fout. Hein? Le nombre de comptes, ce qui m'intéresse, c'est le volume par compte actif, le volume de transactions. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et par exemple, pour revenir sur PayPal, PayPal, c'est une entité qui va avoir tendance à ne plus se négocier à des PER de 20 parce que ça devient une entité purement financière avec son BNPL, Buy Now, Pay Later. Il y a peut-être un risque de crédit derrière. Donc, il faut faire attention. Ça pourrait être bénéfique pour les revenus, mais ça peut impacter les multiples de valorisation. Oui, parce qu'on fait une activité présentement ici qui a tendance à avoir des niveaux des multiples de valorisation ici très... Il faut être très conservateur à ces niveaux-là parce qu'il y a un risque de crédit. OK? Donc, vous comprenez maintenant que quand on suit ces différentes étapes-là, on peut répondre rapidement, on peut savoir si une entreprise nous intéresse ou pas très rapidement. Description, je ne comprends pas, je passe. Profitabilité, il n'y en a pas, je passe.
OK? Allocation du capital, je ne suis pas à l'aise avec ça, je passe. OK? Croissance ici, je ne suis pas à l'aise avec ça, je passe. Surévaluation, je ne suis pas à l'aise avec ça, je passe. Mais attention, si une entité répond à toutes ces informations-là, sauf la partie concernant ici l'évaluation, on peut quand même la mettre dans la watchlist. Parce que le but n'est pas uniquement ici d'éliminer les entreprises, mais c'est également de prendre les entreprises qui pourraient nous intéresser comme potentiel investissement si le prix est correct. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, jusqu'au 29 du mois de février, vous avez accès aux notes d'analyse. Je lis, j'écoute les rapports, j'écoute les conférences quand je lis les rapports financiers et je vous présente certaines entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. OK? Je fais également le suivi derrière ces différentes entités-là. OK? Et dans ce segment-ci, vous allez voir une promotion pour celui-ci, où vous avez en question, vous avez justement la formation concernant comment analyser les rapports financiers en 5 étapes. OK, en profondeur, bien sûr, avec celle concernant les rates. Tout ceci est inclus là-dedans. OK, vous avez un prix discount, bien sûr, à ce niveau-ci. D'accord? Donc, c'est pas sorcier. Pratique, pratique, pratique. OK? Donc, commencez déjà par prendre les différentes entités que vous avez en portefeuille. Est-ce que je comprends? Je note. La profitabilité sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années et actuelle, je note. L'allocation du capital, est-ce qu'elle verse un dividende? Si oui, quel est le ratio de dividende par rapport au free cash flow? Parce que n'oubliez pas qu'on verse du dividende par rapport au free cash flow. Est-ce qu'elle a un ROTCE assez élevé? Je vous ai montré quel site vous pouvez utiliser ici. Ou bien un ROIC, vous pouvez même passer par zone bourse. Est-ce qu'on est à peu près à 15% et plus? OK? Est-ce que c'est plus élevé que son industrie ou bien au niveau de la moyenne? OK? Ensuite, je vais regarder ici, est-ce qu'il y a de la croissance passée? Est-ce qu'on peut attendre la croissance dans le futur? S'il y a de la croissance passée, ça provient d'où? Parce que c'est à ça que c'est cette question également ici. Est-ce que croissance des revenus sous-entend également croissance des bénéfices nets? Croissance des free cash flow? Croissance des bénéfices opérationnels? D'accord? Par rapport au prix, c'est à combien? Et quel est mon rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui sans prendre en considération la croissance et en prenant en considération la croissance? Voilà. Bonne journée.